Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour cette fin d'année, nous avons décidé de faire un bilan de la décennie, carrément un bilan de la décennie 2010. On va vous dire ce qu'on a pensé de ce bilan. Est-ce que c'est une bonne décennie pour le cinéma ou pas? Restez connectés jusqu'au bout car à la fin de cette vidéo, nous allons faire notre top film de cette décennie, des films qu'on a plutôt aimés ou pas. Il va y avoir une discussion par rapport à ça. Donc restez jusqu'au bout. Et d'ailleurs, tout de suite, cette décennie 2010, bonne année, bonne décennie ou pas pour le cinéma? Bon cru. Ouais. Bon cru. Honnêtement, j'étais beaucoup plus impressionné par le cru 2010. 2010-2020, c'était autre chose. Voilà. C'est à l'époque où il y avait la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Oui, voilà. Toutes ces franchises-là passées, il y en a d'autres qui sont arrivées. Et puis, comment on va dire ça j'ai vu plus de films subversifs dans les années 2000-2010 que dans les années 2010-2020, on va dire. D'accord. Voilà. Parce que moi, c'est mon critère. D'accord. Donc pour moi, c'est un bon cru, mais il y a des mais. Il y a quand même pas mal de mais, et c'est pour ça on va en discuter. Et le truc le plus important, les médias en ont énormément parlé, c'est bien sûr le rachat de Disney qui a racheté la Fox, Pixar, Lucasfilm, Marvel, et j'ai seulement oublié des petites succursales dont on n'est même pas au courant. La Fox maintenant. Il y a la Fox, la Fox, il me semble que je l'ai dit. Oui, donc, qu'est-ce que tu penses de cette hégémonie de Disney? C'est une bonne chose ou pas? À la limite, c'est encore trop tôt, on n'a pas encore assez de recul pour voir quelles sont les conséquences, mais on va dire que c'est un processus qui était enclenché déjà dès le rachat de Pixar par Disney. C'était en 2006 ou 2004, je ne sais plus. Tu te souviens? Dans les années 2000, peu importe. Ouais. Au milieu des années 2000, il y avait le rachat de Pixar par Disney. Juste financièrement parlant, c'est le conglomérat Disney qui a racheté Pixar, qui a englobé Pixar. Maintenant, ce qu'on peut remarquer textuellement parlant dans les chiffres, c'est Pixar qui a gagné. C'est-à-dire que c'est officiellement, réellement en fait, c'est John Lasseter qui a le plus gros pouvoir décisionnaire jusqu'à maintenant en fait chez Disney. John Lasseter, c'est Pixar. Moi, je dirais ça s'est vu parce que ça a tiré vers le haut toute la production, au moins animée, de dessins animés de Disney. Au bout d'un moment, les Disney Pixar, à la limite, on ne savait plus les reconnaître. Je dis à la limite. Par exemple, voilà, un dessin animé qui, pour moi, s'est vraiment démarqué dans la décennie Disney là, qui vient de se passer, c'est Big Hero 6, les nouveaux héros en français, Big Hero 6, qui est c'est un faux Marvel, Disney. Pour moi, il y a c'est du Pixar, quoi. C'est vraiment un bon équilibrage Pixar-Disney dans ce dessin animé-là, Big Hero 6. Tu sais, c'est avec ce robot, la Bayman, qui est soignant et tout, qui est omnipotent en quelque sorte. Pour moi, c'est un dessin animé qui se démarque vraiment dans la production Disney, animé Disney des années 2010-2020. Après, dans les Pixar, ce qui est tuant, c'est que dans les Pixar à proprement parler, il y a leur franchise. Je veux dire, Toy Story, on est tous d'accord que Toy Story 3 et maintenant Toy Story 4, on ne s'attendait pas à ça. Je veux dire, c'est comme si la qualité est exponentielle entre Toy Story 1 et Toy Story 4. Même le monde de Dory est absolument excellent. Ah, tu trouves que Toy Story 4 c'est meilleur que 3? Franchement, c'est encore trop tôt pour le dire. Je ne sais pas. Toy Story 3, c'était quand même très très fort. Toy Story 4, c'est génial d'avoir réussi à rebondir là-dessus et le public leur a donné raison parce que c'est un énorme succès. C'est juste ça. Maintenant, ce qui m'impressionne plus, c'est vice-versa ou Coco par exemple. Les dessins animés proprement originaux de Pixar. Curieusement, le voyage d'Arlo là, avec le dinosaure, on parlera d'animation. C'est beau, mais bon, voilà. On parlera de Vélotop. On parlera d'animation. Voilà.
Donc voilà, dans ces décennies-là, il y a effectivement l'hégémonie de Disney. Alors pourquoi ce serait un problème ou non? C'est-à-dire que c'est pas tant Disney que tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que, bon, Disney qui englobe maintenant la Fox, c'est en train de créer un problème puisque certains films de la Fox sont retirés de l'affiche dans les salles de cinéma. Tu vois, tu pourrais le raconter peut-être mieux que moi, ça. Ça, c'est quand même assez aberrant. Disney aussi, qui rachète, enfin, je sais pas, qui reprend ses billes, oui, qui rachète les séries Marvel, Netflix, parce que Marvel a fusionné avec Disney, c'était pas cool ça. C'était des séries Netflix, donc les Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Punisher, Iron Fist, pour les Defenders. Ça s'arrête brutalement parce que Disney a récupéré ces personnages parce que c'est des personnages Marvel. Ça, c'est vraiment pas cool. D'autant plus qu'on sait toujours pas ce qu'ils vont en faire. Mais j'ai entendu parler du fait que Charlie Cox, qui joue Daredevil, soit intégré dans le MCU. Alors, c'est pas J'ai tout beaucoup de officiel, mal à y ça, croire. Il y a rien du tout. Beaucoup de mal à y croire, mais on verra. Ça, c'est vraiment pas cool. Mais voilà, si Disney a vraiment un comportement vraiment hégémonique, quasiment dictatorial sur les productions qu'elle a rachetées qui au départ ne lui appartiennent pas, c'est quand même chiant. Les productions, les films produits chez la Fox n'ont rien à voir avec les productions Disney. Si tout d'un coup ils interdisent la diffusion, la distribution de certains films dans les salles de cinéma, parce que maintenant c'est eux. Ça dépend si Disney prend ça pour des produits ou des produits artistiques. Donc maintenant, techniquement, ça leur appartient. Eh oui, ils ont le droit. Voilà. Mais ça leur qu'est-ce que c'est que appartient. ce comportement? Voilà. Derrière, après, il n'y a pas que Disney, c'est-à-dire que ce qui émerge là, ce qui est en train d'exploser dans la fin de cette décennie, c'est Netflix qui débarque et qui rafle tout. Netflix n'a pas eu de concurrent, elle propose un streaming VOD pour du home cinéma. Ce qui fait qu'à la limite, on n'a même plus envie, même plus besoin d'aller au cinéma, puisque les films, beaucoup de films se retrouvent sur sa plateforme. Ok. Les films s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent, c'est un jeu de chaise tournante, on va dire. Ce qu'il y a, c'est que derrière, tu as Disney Plus qui débarque, tu as Apple TV qui débarque, tu as Universal qui veut aussi faire son truc, mais bon, Universal, franchement, moi je dirais, je vais faire une petite prophétisation. Universal va se faire racheter aussi. Est-ce qu'Universal va se faire racheter par Netflix, ou est-ce qu'il va se faire racheter par Apple? Je sais pas. Bon, je pose ça. On verra ce qui va se passer. Mais bon, Warner TV aussi, Warner qui va de sa plateforme streaming VOD. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est ça le problème, c'est que le contenu, leur catalogue est exclusif. Donc, c'est quoi? Je veux dire, il va falloir acheter une redevance, payer une redevance pour chacune de ces plateformes pour pouvoir aller voir un film Paramount, ou un film Warner, ou un film Fox Disney. Je veux dire, ça, à la limite, c'est en train de tuer le cinéma parce qu'il n'y a plus le panel. Et derrière, les prix des places de cinéma qui augmentent et qui se mettent à atteindre 13 €, 100 francs de l'époque, c'est du délire. Il y a des choses délirantes qui sont en train de se passer, là, à la fin de cette décennie. C'est encore trop tôt pour dire ce que ça va devenir, mais soit c'est en train de tuer le cinéma, soit c'est en train de faire évoluer le cinéma. Voilà. C'est assez trop tôt. On va dire que oui, il y a vraiment, je vais dire que 2010, c'est vraiment une transition, quoi. La transition s'est pas faite en 2000, elle s'est faite au moment de 2010. Mais comme je dis, ça s'est enclenché avec le Disney qui rachète Pixar, alors que c'était quelque chose de parfaitement logique en plus. Même Lucas, à la limite, même Lucas qui rejoint Pixar Disney, c'était même parfaitement logique. Je veux dire, c'était... moi, ça me fait peur quand même que Disney ait autant de pouvoir. Je comprends même pas que économiquement, je sais plus, je le dis un terme économique là, je sais plus lequel, mais
qui ait le droit d'avoir autant qui a le droit de racheter. Tout simplement, moi, il me semblait que économiquement, on n'a pas le droit de racheter autant de choses et d'avoir autant d'hégémonie, autant de pouvoir sur une industrie. Parce qu'ils ont acheté des choses. On voit bien là, par exemple, en 2019, là pour le moment, il y a 7 films qui ont dépassé le $1 milliard de recettes. Il y en a 5 chez Disney. Là, nous faisons cette vidéo, nous sommes début décembre. La Reine des Neiges 2 est à 700 millions. Donc, elle va dépasser le $1 milliard dans une semaine, 10 jours. Oui. Et le prochain Star Wars, mis à part accident, devrait dépasser le $1 milliard également. Ça aussi, ça, oui. Donc, c'est incroyable, quoi. En gros, ils ont quasiment 10 films qui ont dépassé le $1 milliard. Parce qu'attention, le Spider-Man, par exemple, c'était Sony. Même si c'est pas Marvel, c'est considéré comme Sony. Columbia, Sony considère qu'ils ont dépassé le $1 milliard. Les accords, il y a eu un flou là, à un moment où on a eu très peur. Parce que Spider-Man est le premier film, le dernier Spider-Man, faut ça, c'est le premier film qui a fait le $1 milliard de recettes. Oui. Aucun Spider-Man l'a fait auparavant. Précisément. Et réflexe de Sony Columbia, c'est on récupère notre personnage, maintenant c'est à nous, on vous interdit d'utiliser Spider-Man dans votre Marvel Cinematic Universe. Ils ont eu le même comportement, c'est de bonne guerre. Sony s'est mis à avoir le même comportement que Disney envers Netflix, Marvel. Ça c'est bien fini puisque finalement on va enfin pouvoir bénéficier de vraies bonnes suites à Spider-Man, parce que le dernier Spider-Man c'est terminé sur un énorme cliffhanger. Je veux dire, il ne faudrait pas que ça nous refasse le coup du Spider-Man avec Andrew Garfield qui s'arrête comme ça après la mort de Mary Jane. On attend toujours un Spider-Man 3 avec Andrew Garfield, quoi. Donc là, ça c'est bien fini. Sony et Disney ont conclu un accord. Tout va bien. Mais il y a eu un gros risque, quoi. Bon, en tout cas, moi, je suis un peu inquiet. Je voudrais pas quand même que les films qui sont faits par la Fox, par les Lucasfilm, je voudrais pas qu'ils se ressemblent tous. Je voudrais pas qu'il y ait une recette qui soient les mêmes pour chaque univers. Et, c'est ça qui me fait un peu peur. Donc voilà, je voudrais pas par exemple que l'humour soit trop mis en avant pour chaque film lorsqu'au précédemment il n'y en avait pas. C'est de mieux en mieux, c'est quand même de mieux en mieux. Ouais, c'est l'humour dans les Marvel Cinematic Universe, c'est de plus en plus comment dire, de mieux en mieux fait, plus équilibré. Plus équilibré, je trouve, ça passe beaucoup mieux. Donc, ça a été un peu lourdingue, c'est au début, donc Disney a fait, donc Disney pour se remettre en avant, et ça a été des gros succès, a décidé de faire des remakes live de ces films, de ces films d'animation. C'est le cas du Roi Lion, c'est le cas d'Aladin, et ça va continuer. Ils ont fait Dumbo également. Le Roi Lion, c'est pas un film live, puisque c'est pas des vrais animaux, mais c'est justement ça, c'est absolument tuant. Mais c'est filmé dans un paysage, même le paysage a été retravaillé de toute façon aussi. Oui, de toute façon, donc c'est toujours le Roi Lion, le remake du Roi Lion, c'est toujours un dessin animé, sauf que maintenant c'est devenu photoréaliste, et c'est vrai que le résultat est absolument tuant. Trop à la limite. Là, pour le Roi Lion de Disney, c'est très beau, c'est impressionnant, mais c'est quand même curieux. On a des vrais lions qui parlent et qui chantent et qui dansent. C'est curieux. Oui, mais ça fallait peut-être baisser un petit peu la qualité. En même temps, c'était plus du tout le projet. Mais ça a quand même fait le $1 milliard de recettes. Exactement. Ça a été encore plus successful que le Roi Lion original, donc ils ont eu raison. Et donc les années, c'est quand même curieux. Les années 2010 sont quand même marquées par pas mal de remakes, reboots, suites de franchises, notamment des années 80-90, surtout 80. Je parlais donc de Disney qui faisait des remakes et les autres studios ont suivi. La reprise de franchise, Ghostbusters, il y a eu celle de Predator, le remake de Robocop, des remakes des films d'horreur comme Les Griffes de la Nuit, enfin, on va pas tous les énumérer. Les remakes de films d'horreur, ça avait déjà commencé dans les années 2000, donc c'est une continuation. Oui, donc on va pas les énumérer, mais là c'est quand même... Robert Zemeckis, visiblement, tient le coup, se bat pour pas qu'il y ait une suite ou remake de Retour vers le futur. Il a dit de son vivant, il n'y en aura jamais. Mais voilà, le problème, pourquoi pas, mais je veux dire, à qui sont adressés ces films ? Puisque ces films sont cultes pour la génération qui a actuellement 40 ans, 50 ans, et cette génération, visiblement, va peu au cinéma et préfère voir
les films qu'ils ont aimés lors de leur enfance, les originaux, ils préfèrent les revoir. Voilà. On sait que tout le monde, les mecs, les 40-50 balais, ils ont revu SOS Fantôme 50 fois, Oui. la trilogie de Retour vers le futur également, le Predator de McTiernan pareil, et voir des films rebootés ou remakés, ça ne les intéresse pas visiblement. Et la jeune génération, eh bien, très souvent, ils ne les connaissent pas. Ils ne les connaissent pas, ils ne connaissent pas ces films, ou alors ça ne les intéresse pas. Et donc, ils vont pas au cinéma. Résultat, quasiment tous ont été débiles. Ils ont quasiment tous été débiles. Et pourtant, ça toi, c'est continue. l'explication. Les explications, je crois que je l'ai données. Oui. Je crois qu'il n'y a pas d'autre explication. L'explication, je l'ai donnée. C'est que les jeunes, ceux qui vont au cinéma, c'est qui ont 20 balais, ça les intéresse pas. Et ceux qui... des mauvais choix pour Ghostbusters, on va peut-être y revenir, mais il y a des fausses bonnes idées, quoi. Non, mais même ça pour Predator, la franchise, bon. pour Predator, Terminator, c'est tout, c'était débile. Il faudrait prendre le cas au cas par cas. Même le remake de Robocop qui était pas si mauvais. Non, moi je trouve vachement bien le remake de Robocop. Était un bide. Très très bonne idée. Était un bide. Je n'ai pas d'explication, moi. Toi, tu penses que c'est ça Je suis persuadé qu'il n'y a pas d'autre explication. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi ça n'a pas intéressé la jeune génération, alors que là, par contre, on a affaire à un film subversif avec Robocop, le remake de Robocop. Pas la même chose qui se démarque du film de Verhoeven, mais la jeune génération préfère voir les films qu'ils ont, Fast and Furious, les Marvel, les films qui sont contemporains à eux, quoi. C'est leur film culte. C'est leur Fast and Furious, c'est leur Die Hard à eux. La franchise Harry Potter qui continue avec les Animaux Fantastiques. Bon, là on est dans la transition, parce que ça concerne plutôt la décennie, ça va concerner la décennie 2020-2030, là, les Animaux Fantastiques. En fait, elle commence à peine. Mais c'est très prometteur, là, par exemple, mais on est dans la continuation d'une franchise qui a couvert toutes les années 2000. C'est vrai que les deux franchises vraiment marquantes des années 2010-2020, c'est les Fast and Furious et les Marvel, quoi. Et là, on est dans deux choses totalement différentes. Ah oui, mais là par contre, les jeunes, la foule se déplace pour les voir, et c'est culte, vraiment culte. La Fast and Furious, c'est leur Die Hard à eux, quoi. Oui, c'est vrai. C'est leur pour eux, je pense que on va parler de Mad Max Fury Road, mais pour eux, je pense que Fast and Furious, c'est leur film d'action à eux. Je pense que pour eux, c'est leur summum, c'est le summum du cinéma d'action. Et comme pour nous, ça a été les Die Hard à l'époque. Très curieusement, ça correspond à ce que tu dis. Effectivement, quand George Miller fait Mad Max Fury Road, c'est quoi la cible ? C'est ceux qui ont connu les Mad Max, donc plutôt notre génération. C'est notre génération, mais c'est pareil. Notre génération ne s'est pas déplacée. Voilà. Et là, par contre, la qualité n'est pas remise en cause. Mais c'est un film d'action reconnu comme extrêmement fort, enfin quasiment révolutionnaire, oui. Ouais. C'est un film pour cinéphiles. Film d'action pour cinéphiles. C'est très curieux. Pourquoi les jeunes générations n'ont pas accroché à ce film, je sais pas. Peut-être que c'est un film qui va se faire, il va devenir culte petit à petit, on verra dans 10 ans. Il est déjà culte. Bon. Mais pour la jeune génération, quand ils vont redécouvrir ce film dans 10 ans, on verra ce qui se dira, mais pourquoi ce film-là n'a pas été plus plébiscité, c'est curieux. Bon, après, on dit que les remakes n'ont pas marché, tout simplement aussi, souvent ils n'étaient pas bons. Ça, il faut quand même le dire. Moi, le Predator de John Black, c'est une catastrophe. J'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé ça, c'était un des pires films de l'année. C'était vraiment mauvais. Donc, c'est-à-dire que c'est le Black. Le problème, c'est voilà. C'est du Shane Black qui est un chieur, quoi. Il se fout de la gueule du monde. Enfin, je veux dire, pour dire avec termes contemporains, il a trollé Predator en fait avec ce film. Bon. C'est dommage. Il jouait une fausse bonne idée. Il jouait quand même dans le premier. C'est pour ça. Oui, il était acteur dans le premier quand même. Donc. C'est pour ça qu'il était très. C'était inévitable en quelque sorte. Mais voilà, il a fait son Shane Black. Quand Rodriguez fait Predators avec un S, moi c'est un film que je défends. Ouais. C'est vrai que c'est embêtant parce que du coup on sait qu'il aurait pu être mieux, mais tel quel, c'est un film qui est quand même très défendable. Quand même, je suis désolé, le film de Shane Black se tient, il est quand même très bien fait. Non, c'est nul. Mais il est, mais on est, qu'est-ce que c'est quoi.
Ah non, pour moi, ça tient pas du tout. Hein. Enfin bon, après... J'ai fait d'ailleurs une vidéo, si ça vous intéresse, sur le Predator. Bon, je crois que vous l'avez compris, je l'ai descendu. Donc, l'autre franchise, pour le coup, il y a Alien. Bon, il faut que Ridley Scott finisse son truc, parce que lui, là, j'admire, parce que Ridley Scott, rien à foutre, il fait son truc. Il veut faire ces 3 aliens qui sont des préquels, qui vont s'enchaîner pile avec son film de 79. Il est en train de le faire, il fait son petit bonhomme de chemin, et on aura une franchise complète. Moi, et d'ailleurs, il y avait le réalisateur de District 8 qui voulait faire donc son Alien, et Ridley Scott l'a interdit. Hein. Ridley Scott, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, dommage. Dommage que celui qui a fait c'est un bon réalisateur, il aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais c'est pour ça que je dis Ridley Scott. Limite même, il aurait peut-être même pu relancer la franchise, parce que malheureusement, il est comme non, ça n'a pas marché. Il ne s'agit pas de relancer la franchise, là, il s'agit de finir le préquel. C'est-à-dire qu'on ni avec Prometheus ni avec Covenant, on peut se raccrocher pile à son Alien de 1979. Il manque encore des trucs qui seront racontés dans son 3e film. Il n'est pas encore en train de le faire. Là, il est en train de faire son Battle of Britain et puis son remake des duellistes. Après, il va se mettre à... Peut-être que c'est en pré-production, hein, on ne sait pas, mais je m'en fais pas. Il y a à peu près 5-6 ans entre chaque Alien. Quoi. Il y a eu 5-6 ans entre Prometheus et Alien Covenant. On n'est pas encore... Peut-être que dans 2-3 ans, il y aura enfin son dernier Alien. Et là, on pourra juger sur pièce avec les 6. Moi, je dis 6, hein, je m'arrête au Alien 3 de David Fincher dans la narration. Ça, moi, j'admire. Voilà. On pense ce qu'on veut de Prometheus et Covenant, mais il fait son bonhomme de chemin. Voilà, il fait ce qu'il veut, Ridley Scott, et qu'il continue. Moi, d'ailleurs, transition toute trouvée, tu parles d'Alien, et la saga Alien, la femme est mise en avant. On peut dire que la saga Alien, c'est un film, c'est une saga féministe. Alien 3, oui. On parle, la femme, dans tous, hein, carrément, la femme, c'est le personnage principal de chaque film, que ce soit même Prometheus ou... Et donc le cinéma, il y a aussi une émergence là pendant ces dernières années du fameux mouvement MeToo. Et donc il y a eu beaucoup de films où on va dire les femmes sont mises en avant, ce qui n'est pas un mal évidemment. Hein. Voilà, Thelma et la trilogie, que c'est la saga Alien ou Thelma et Louise ou d'autres films, ce sont des grands films. Le problème n'est pas là, mais souvent c'est artificiel, que ce soit le cas pour Ghostbusters ou la nouvelle version de Ocean Eleven. Et il y a plein de films comme ça, même le dernier Terminator quelque part. Il y a une certaine féminisation de la franchise, et pourquoi pas, parce que ça peut permettre de renouveler, mais que c'est pas bien fait. On sent pas une certaine sincérité. On sent que c'est artificiel, on sent que c'est juste parce que c'est comme si on avait affaire à des cinéastes qui avaient des instructions pour faire ça, quoi, et ça passe pas, franchement. Je m'avance un peu en disant ça, hein, il faut des preuves, mais je veux dire, ça déboule sur des fausses bonnes idées, quoi. Une grosse franchise qui a été relancée cette année, c'est la franchise Terminator. Là encore, les femmes sont très mises en avant. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que ce sont des bonnes idées ou est-ce que ce sont des fausses bonnes idées ? Ça donne l'impression, en fait, qu'on a affaire à des cinéastes qui ont reçu des instructions pour féminiser à outrance leur film. Alors, pour les Terminator, d'abord, on peut revenir à Terminator Genesis, qui a poussé juste trop loin le concept de retour vers le futur. Hein. C'est du retour vers le futur dans Terminator Genesis, en essayant un reboot. C'était une fausse bonne idée. Mais ça, c'est pas du tout un problème de féminisation. Là, le film de Tim Miller est très bien fait. Il n'a pas à rougir de la mise en scène, il n'a pas à rougir de son film. Mais quant à la féminisation absolue là, du film, quand je dis absolue, c'est radical. Hein, ce qui se passe dans le film, je ne vais pas trop spoiler, on ne sait jamais, mais c'est vraiment radical et même choquant. Il s'en sort en disant que John Connor, c'est un concept qui transcende les genres. Bon. Ouais, super, c'est bien dit. Bon, mais personnellement, moi, ça m'a saoulé. Parce que si c'est pour donner des leçons de féminisme
à James Cameron en lui disant t'es un dinosaure, t'étais pas assez féministe, non. Moi, ça m'a agacé, quoi. Maintenant, le film se tient très bien, mais il faudrait faire une vidéo en entier là, sur Terminator, parce qu'il faudrait reprendre tous les films. Il y a quand même des gros problèmes. D'accord. Est-ce que c'est vraiment Terminator 3 ? Voilà. C'est pas Terminator 3. C'est ce qu'a voulu James Cameron. Ça marche pas en tant que Terminator 3. Moi, j'ai réfléchi. On peut trouver ça dans tous les sens. Mais bon, c'est un sujet pour notre vidéo. Mais là, sur la féminisation, là, c'est une féminisation à outrance. Et pourtant, c'est un beau film. C'est-à-dire, je crois que ça a saoulé les gens. Et moi, ce que je lis un petit peu partout, c'est que le film est rejeté à cause de ça, quoi. Ça va trop loin. Je veux dire, donner des leçons de féminisme. Donner des leçons de féminisme à James Cameron, quoi. Je veux dire, non. Bah oui, surtout que c'est un cinéaste qui a mis dans tous ses films, quasiment, et mis la femme en avant. Donc, même dans Abyss, peut-être moins dans True Lies, ok. Non, True Lies, non. Même si Jamie Curtis a un rôle important. Bien sûr, mais... À la fin, elle est à la égale de c'est finalement un film qui est très équilibré, un True Lies. Mais bon, mais moi, c'était il y a longtemps, et voilà. Donc voilà, il y a eu ça dans ces années 2010-2020, il y a eu la franchise Terminator qui a continué et qui a donné ça. Autre franchise qui cette fois-ci est arrivée dans les années 2010, c'est celle de Expandable, grosse franchise d'action, et qui va être féminisée, puisque dans un an ou dans 2 ans, je ne sais pas, il va avoir la version féminine des Expandables. Alors moi, je trouve ça plutôt drôle. Moi, les Expandables, oui. Je serais plutôt, à moins que ce soit vraiment nul, je serais plutôt client si ça se prend pas au sérieux. À mon avis, ça ne va pas se prendre au sérieux. Ça, c'est pas possible. Oui, donc, si c'est marrant, pourquoi pas. C'est une franchise qui s'est pas prise au sérieux. Surtout le deuxième. Moi, je préfère le deuxième. C'est mon préféré aussi. Voilà, j'aime beaucoup la présence de Chuck Norris dans ce film-là. C'est très touchant même ce que Stallone a fait faire à Chuck Norris. Il lui a dit de dire une Chuck Norris fact, et c'est Chuck Norris lui-même qui l'a amené. C'est génial, rien que pour ça. Voilà. D'accord. Mais bon, voilà. Donc grosso modo, c'est quand même notre avis négatif par rapport à la féminisation au cinéma. Il faut dire ce qu'il est. Et c'est pas parce que les femmes sont mises en avant, c'est que les films tout simplement sont pas bons. C'est ça le problème. C'est parce qu'on se mette bien d'accord, que dans les commentaires, qu'on ne nous massacre pas, qu'on ne dise pas qu'on est misogyne, c'est que les films sont pas bons. C'est même pas parce que les films sont réalisés par des mecs, c'est pas ça. C'est que là, il y a Elizabeth Banks qui vient de faire son Charlie's Angels, elle a fini par admettre que son film, si le film n'avait pas de succès, que c'est parce qu'il n'était pas bon, quoi. Elle a commencé par dire ouais, les gens sont sexistes, ils n'ont pas été voir mon film. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas intéressant. Ouais. Et finalement, je suis désolé, mais McG, il avait fait un film qui était plus féministe que celui-là, quoi. Parce que moi, on l'a pas encore vu, il n'est pas encore sorti en France, le film. Oui, je te dis ce qui revient, ce qui ressort de toutes les discussions qu'il y a eu aux États-Unis, toutes les polémiques qu'il y a eu là-dessus, quoi. Alors c'est vrai, peut-être qu'il est bon. Moi, quand je vois les extraits de la bande-annonce, ce qui me saoule, c'est que le féminisme, tel que ça nous est servi là, ça ne devrait pas être la guerre des sexes. Si le féminisme, ça se traduit au cinéma par des femmes qui donnent des coups de pied à des mecs parce que c'est des femmes d'action, qui dès qu'ils voient un mec veut lui taper dessus, non, c'est pas du féminisme, ça. C'est une fausse bonne idée, quoi. C'est une fausse manière de prendre les choses. Alors, je ne vais pas revenir sur Terminator, mais finalement ça s'en sort bien de ce point de vue-là. Mais ça ne devrait pas être ça, le féminisme. Voilà. Alors, avant de parler de nos films favoris, on peut dire rapidement qu'il y a aussi une transition technologique au niveau des salles qui a débuté dans les années 2010 avec la mise en avant des salles IMAX, les salles 4DX, où les fauteuils qui bougent, on a une réelle interaction avec le film, les Dolby Atmos, avec évidemment à ce moment-là un grossissement du prix du billet, voilà, qui fait parce que pour les 4DX on est à 20 €, parce que j'ai dit 13, mais là c'est 20 €. Donc tu as intérêt d'être sûr d'aimer le film pour ce prix-là. Donc c'est quasiment plus cher que la sortie d'un Blu-ray. Donc voilà, donc ça c'est quand même mis en avant. Alors après on n'a pas les chiffres, on ne sait pas pour le moment. Il y en a qui sont bradés. Voilà, donc on ne sait pas si la mise en avant de ces technologies-là amène plus de spectateurs dans les salles. Pour le moment, on n'a pas les chiffres. Je suis pas entièrement d'accord là-dessus parce que c'est pas typique des années 2010, c'est une ressuscité
de vieux trucs des années 70. Hein. Dans les années 70, il y avait des essais qui avaient été faits comme ça. Je crois que même pour des films de John Waters, il y avait des délires comme ça. Hein. Oui, mais là, il y avait même eu Odorama dans les années 70 qui avait été essayé. Hein. Oui, mais moi, il me semble que ça n'avait justement pas fonctionné. Ça n'avait pas fonctionné, bien sûr. Donc, est-ce que ça fonctionne autant maintenant Encore une fois, ça dépend de la qualité des films. Autant si je reste juste sur le relief, les effets relief ont été très très bien maîtrisés, très très bien mis en scène dans les dessins animés Pixar, par exemple. J'aime bien les effets relief des films MCU. Au bout d'un moment, Solo, non. Ça marche pas. Surtout lorsque c'est super sombre l'image. Donc sombre plus le relief, la 3D, ça fonctionne pas. Par exemple, voilà, donc ça aussi, je crois que c'est une fausse bonne idée, le film en relief. Je veux dire c'est pour une chose, parce que même quand un film n'est pas en relief, il est en relief. Je veux dire, ça fait partie du travail de metteur en scène que de travailler les plans, les arrière-plans pour donner du relief, au sens propre comme au sens figuré. Donc pour moi, le relief, c'est inutile. Un film c'est toujours un film en 2D, quoi. Et pourquoi rajouter du relief alors que ça fait partie du travail du metteur en scène que de travailler le plan pour qu'il y ait des effets comme ça déjà. Moi, je suis pas d'accord avec ça, avec cette émergence de cette nouvelle technologie pour essayer de faire en sorte que l'expérience cinéma soit une grosse expérience cinéma. Je trouve que c'est pas vraiment l'appel. Normalement, un bon film se suffit à lui-même. Voilà, bon film, il y a déjà tout ça. Bon, ça fait partie du travail de mise en scène. D'accord. On continue. Alors, dans chaque décennie, il y a toujours d'émergence, mise en avant de nouveaux cinéastes. Et ça, c'est ma petite partie à moi, parce que je vais citer tout simplement, pour moi, le nom de cinéastes qui ont fait des films fantastiques, qui sont pour moi importants, et qui plus ou moins renouvellent le genre, on va dire. Mais bon, en tout cas, ce sont des cinéastes que j'aime beaucoup, notamment Ari Aster, qui a fait Hérédité et Midsommar. Alors déjà, on attend avec impatience son 3e film, mais bon, déjà, ces 2 premiers, c'est un style vraiment très marqué. Hein. C'est lent, c'est long. Il y a un gros travail sur le son. En termes de mise en scène, c'est millimétré. Le réalisateur dit qu'il est un grand fan de Stanley Kubrick. Et dans certains plans, ça se sent. Il y a pas mal de plans séquences dans ses films. Il aime, comme c'est le cas de Kubrick, il aime que l'émotion dure. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans fixes ou au contraire de plans séquences. Il y a très peu de cuts dans les films de Kubrick et c'est également le cas dans le cinéma de Ari Aster. Il aime étirer les séquences jusqu'au point de rupture. Et c'est ça qui fait que ça fait très mal et que c'est très douloureux. Et comme c'est un cinéaste vraiment doué, ça fait d'autant plus mal, quoi. Ça fait très très mal parce que les choses qu'il étire, ce sont des choses désagréables. Oui, voilà, il étire de la malaisance dans ses films. C'est ça, je veux dire, si on fait un film d'épouvante ou un film d'horreur, c'est cet effet-là que ça doit produire. Voilà. Je veux dire, c'est très casual, parce que des fois, ce que ça produit, c'est plutôt l'hilarité, si c'est raté. Là, effectivement ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est très très austère. Hein, c'est très austère, comme les films de Kubrick. Dis les titres. Je l'ai déjà dit, Hérédité et Midsommar. Midsommar, ok. Il a fait que 2. Parce que moi, du coup, je sais plus qui a réalisé The Witch. Alors The Witch, c'est Robert Eggers, autre cinéaste, donc pour moi important. Il a fait qu'un film, hein. C'est avant tout un metteur en scène de théâtre. Et The Witch, c'est son premier film. Il y a son second film qui sort là, mais on ne l'a pas vu. Ça sort dans une semaine. Là, on fait cette vidéo, on est début décembre. The Lighthouse avec Robert Pattinson. Et a priori, ça se veut être un film d'horreur, mais plutôt psychologique. Mais je ne vais pas m'avancer. On connaît pas l'histoire, on connaît l'histoire, c'est 2 personnes qui sont dans un phare, bon, on l'a pas vu, mais là aussi, c'est un style très marqué, c'est aussi austère que les films d'Ari Aster, c'est beaucoup de plans fixes ou de plans séquences qui durent, mais là par contre, en tout cas pour The Witch, mais ça a l'air d'être le cas pour le prochain film, ça a l'air plutôt
plus penché vers le naturalisme le cinéma de Herzog. Ça semble plutôt pencher vers ça, ce qui n'est pas du tout la référence de Ari Aster. Mais lorsque je vois, j'ai vu The Witch, j'ai pensé à Herzog. Beaucoup. La présentation des personnages, ces paysans, c'est la religion. Enfin, j'ai beaucoup pensé à lui et quelque part ces personnages qui deviennent fous. Enfin... C'est quand même assez froid. Hein, et du coup, Herzog, pour moi, c'est froid. Est-ce que c'est aussi... lorsque Herzog, il est beaucoup dans l'expressionnisme allemand. Donc, là, il faut revenir au début du cinéma, quoi, l'expressionnisme allemand. Est-ce que ce sont des films... Non, c'est une vraie question que je pose, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'avec ces films-là, on retrouve ce même expressionnisme allemand? Faut voir son prochain film. Faut voir son prochain film. Mais ça, moi, je le vois quand même dans Midsommar, par exemple. Hein, on a aussi quelque chose comme ça. Ah oui, bah oui, là, on est dans l'expressionnisme allemand à fond, dans Midsommar. Hein. Un peu plus que dans Hérédité. À Midsommar, ça allait complètement... Autre cinéaste que j'aime bien, c'est David Robert Mitchell. Alors lui, il n'a pas fait que dans le fantastique. C'est essentiellement ses 2 derniers films qui le sont. Et encore le dernier, on peut en discuter, mais pour moi, je le mets dans le fantastique. On va dire c'est un thriller très étrange. Donc, It Follows, qui est un film qui a pas mal marqué, qui a été un peu incompris peut-être. C'est vrai que, est-ce que c'est un film sur le sida ou pas? Bon, c'est un peu... Une allégorie, oui. Une allégorie sur le sida, ou alors une malédiction. Une malédiction, ou alors sur le malaise adolescent, la peur de la sexualité. Peut-être le mélange des deux. Probablement, ça doit être ça. Ça doit être le mélange des deux. Quelque chose qui est ressenti comme une malédiction qui nous poursuit. C'est un film, en tout cas en termes de mise en scène, c'est un film très efficace. Moi, j'ai beaucoup pensé à Carpenter, par contre, dans ce film-là, en termes de mise en scène. J'ai trouvé que c'était assez proche. C'était très carré. Et au contraire, c'est même l'opposé des cinéastes qu'on a cités, qui aiment étirer. Lui, il n'aime pas. C'est cut. Oui, c'est épuré et cut, oui. C'est en tout cas pour on It est Follows, plus à la narration, quoi. Et oui, voilà, y a pas, voilà. On est plus proche, entre guillemets, de la série B, quoi, avec It Follows. Donc, plus proche du cinéma de Carpenter. C'est beaucoup plus très carré. Très rythmé, oui. Et ben, il change complètement avec son second film, Under the Silver Lake, qui est un thriller étrange. Ça débute avec David Lynch presque. Ça débute avec la fenêtre de cours sur d'Hitchcock. Entre Lynch et Hitchcock. Où le personnage principal, il surveille justement une fille il tombe amoureux d'une fille, voilà, qui se baigne devant lui dans la piscine. Il n'ose pas, il surveille de son appart, et tout à coup, elle disparaît. Et donc, il mène l'enquête. Et à partir de ce moment-là, comme cette personne est une actrice qui travaillait dans l'industrie d'Hollywood, eh bien, c'est également une allégorie sur Hollywood. Et on sent que il est assez inquiet et assez effrayé par l'industrie d'Hollywood, puisque dans le film, ils sont tous cinglés, plus ou moins. Tous les personnages sont complètement barrés, étranges, et c'est de là je trouve que ça penche un peu dans le cinéma de David Lynch. Mais attention, le Lynch de Blue Velvet. L'allégorie. Pas le Lynch de Mulholland Drive du tout. Hein. Pas du tout. Moi, j'irais quasiment jusque-là, mais bon, ok. C'est-à-dire, c'est un film qui parle aussi, qui parle de la perte d'identité dans ce monde, dans ce milieu-là, quoi, oui. Voilà. On peut aller jusque-là. C'est un petit peu aussi le propos, quand même, de David Lynch. Je dis un petit peu parce que va savoir ce qui se passe dans la tête de David Lynch, en fait. Mais donc, c'est des films qui sont un petit peu plus clairs que ceux de David Lynch, plus lisibles. Mais on sent cette influence, oui, c'est clair. Oui, il y a aussi un peu les frères Cohen avec de Barton Fink. Il y a aussi cette influence-là, je trouve, dans ce film-là. Mais bon, il y a beaucoup plus d'influence. Mais là, il sort vraiment de son cadre du film d'épouvante. Il faut, c'était un pur film d'épouvante. Il va autre part. Inside Job de David Widning Refn. C'était quand? C'était dans les années 2010, ça? Ah, ça, je sais pas. Avec, parce que Barton Fink, ça m'a fait penser à ça, parce que c'est le même acteur qui joue dedans, et ça faisait très David Lynch. Ouais. Et lui, c'est pareil, dans les années 2010, il a aussi épuré son style, il a poussé son style encore plus loin, avec ses films Drive, ou... même voilà, la Rising aussi, c'est très très épuré ce qu'il fait, lui. Autre cinéaste que je souhaiterais mettre en avant, et là, par contre on ne pense vraiment pas beaucoup à lui, c'est Mike Flanagan. On le classe souvent pas dans le horror, les films d'horreur d'auteur, et pourtant pour moi c'est le cas. C'est vrai que son cinéma est plus ancré dans la série B, dans le fantastique, vraiment
classique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ses références, lui, par contre, c'est Robert Wise, c'est un peu de George Romero, c'est les films de la Hammer. Lui, il est là. Même si, donc, il est le réalisateur de Dr. Sleep. Une de ses références, il le dit, hein, c'est bien évidemment Stanley Kubrick, mais je crois que il y a très peu de cinéastes qui ne disent pas que leur référence c'est Stanley Heureusement Kubrick. que Kubrick a fait Shining quand même dans sa carrière, sinon Voilà, voilà. Donc ça a tiré le cinéma vers le haut, c'est vrai, oui, de toute façon, bon, ok. il a fait la série télé, la série qui est passée sur Netflix, Hunting of Hill House. Voilà, qui est pour moi. Hunting of Hill House. Alors je l'ai déjà dit dans la vidéo j'ai fait une vidéo complète j'ai fait un spécial Stephen King volume 2 et si vous l'avez pas vu, je mets les liens dans la vidéo où je parle de Dr. Sleep et un peu de la carrière de Mike Flanagan, mais pour moi cette série transcende vraiment le genre et pour moi lorsque je parle de cinéma d'horreur ou le genre horrifique, j'ai envie de mettre cette série en avant parce que c'est peut-être l'œuvre horrifique qui m'a le plus marqué de la décennie, à ce point-là. Et moi, je m'y attendais absolument pas, parce que c'est simple, histoire de maison hantée, bon, on a vu ça 1000 fois, et ben là, il faut le voir. Il le transcende complètement, c'est incroyable. Chaque épisode... C'est assez puissant, oui. Ah oui, donc, il y a un épisode où c'est mis en plan séquence, du début jusqu'à la fin, bon, fausse plan séquence, mais non, moi j'ai vraiment adoré. Attention, moi j'insiste là-dessus, ça reste une série télé, c'est-à-dire qu'on a bien affaire à des épisodes qui sont rythmés comme une série télé et qui s'arrêtent, et là, c'est pas un gros film, quoi. Hein. Et là, c'est là où on voit si c'est un bon cinéaste ou pas, c'est lorsqu'il a fait la suite de Ouija, les origines. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est lui qui a fait ça. Bah, il a fait d'autres films, il a fait Oculus, ça s'appelle moi, j'ai pas du Mirror. tout aimé, je suis désolé, je te laisse dire là. Ouija, les origines, t'as pas aimé? Parce que Ouija, le premier, t'en avais. Mais les origines, j'ai bien aimé, moi. Voilà, moi, un film, ça me fait rire. Donc, ça fonctionne pas pour moi, je suis désolé. À la fin du film, lorsque la mère meurt, ça, j'y m'attendais pas du tout. Hein. C'est la fille qui tue sa mère, qui poignarde sa mère. Parce que dans la plupart des films, dans les conjuries, tout le monde s'en sort, tu vois. Là, personne s'en sort. La fille devient folle, elle est dans l'hôpital psychiatrique. Enfin, moi j'étais vraiment marqué par ce film. Radical, mais c'est de la bonne série B parce qu'on parle quand même d'un navet total. Ouija, lorsque je l'ai vu, j'ai cru que je m'étais trompé de film tellement c'était mauvais. Je me suis dit c'est pas ça qui a marché suffisamment pour qu'il y ait une suite. C'est pas possible. C'est du B qui tire vers une autre lettre. Hein. Mais non, moi je sais pas. Ça, moi j'ai pas accroché. Voilà. Ah, moi j'aime bien. Peut-être que je revois, parce que là, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, c'est radical. Ça va jusqu'au bout, c'est nihiliste, mais en même temps, je sais pas, les effets tombent à l'eau. Moi, je trouve pas. Et maintenant, on arrive, je sais que vous l'attendez avec impatience, c'est notre top film de la décennie. Donc, on va enchaîner tout de suite avec ça. Or, c'est un top, attention, c'est pas un top 10, top 9, top 8, non. C'est un top par genre. Évidemment, c'est subjectif, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais ça nous amuse de le faire. On aime bien faire les tops, et je sais que vous également, vous appréciez ça. Mais voilà, il faut le prendre comme ce l'est. Hein. C'est subjectif, et ce top, suivant les jours, il peut tout à fait changer. Donc voilà, on fait ça pour s'amuser. Nous sommes entre nous. Donc... on va tout de suite débuter avec le cinéma d'animation. Et pour moi, mon film préféré dans ce domaine-là, c'est le conte de la princesse Kingia. King Yoga, ouais, j'arriverai jamais à les prononcer. C'est celui qui a donc fait Le Tombeau des Lucioles, le réalisateur. Voilà. Et moi, c'est un film qui m'a vraiment bouleversé. C'est un film vraiment expérimental, c'est vrai. On n'accroche pas parce que c'est un film qui est fait au crayonné et qui est très artisanal, et c'est fait exprès. On a presque l'impression que le film rend hommage vraiment à l'origine de l'animation. On a l'impression de voir les vieux Disney, le vieux Mickey en noir et blanc, ce que faisait Walt Disney dans les années 30. On est quasiment à ce niveau-là de artisanal. Donc on accroche ou on n'accroche pas. C'est très culotté. Moi, j'ai été bouleversé par ce film. Le truc, c'est qu'il est trop long. Il dure 2h15. Je pense qu'une demi-heure de moi l'aurait rendu plus accessible. Mais bon, moi, j'ai adoré ce film. Alors, c'est vrai que c'est très difficile de choisir là-dedans. Je suis très impressionné par les Pixar, donc je ne saurais pas choisir entre Coco et vice-versa, par exemple. Hein. Je mettrais l'un ou l'autre, voilà. Mais voilà, c'est vrai que toi, tu
tu parles de, Ouais, bien sûr, en de général, ça, ouais. il y a eu Le Vent se lève Ah, de Miyazaki. Miyazaki, ah, chef-d'œuvre. Il Ah, y moi, a, ça aurait été mon second ça, choix. tu vois, Ça c'est aurait été très mon difficile second de choix. choisir. Donc moi, au lieu de choisir, je vais pas choisir et signaler ces quelques petits films. Il y a le Kubo and the Two Strings. C'est pas le titre français, hein, c'est Kubo et l'armure volante, je crois. L'armure magique. L'armure magique, ok. Kubo and the Two Strings, qui est aussi très 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 impressionnant. C'est un film d'animation, hein, vraiment. Mais c'est pas du dessin, c'est film d'animation. Et La Tortue Rouge, hein, c'est ça, Red Turtle, Michael DeWitt, qui moi m'a touché parce que Michael DeWitt, moi je connaissais ses courts-métrages, je suis fan de courts-métrages d'animé et j'avais bien suivi tous ses courts-métrages, donc ce film-là, ça m'a fait plaisir de voir une grosse sortie de ce réalisateur-là, un film complètement muet en quelque sorte, hein, il n'y a pas de dialogue, donc il n'y a pas de langue, donc abordable pour tout le monde, mais bon, c'est vrai que c'est très restrictif, on va dire, comme public. Je suis d'accord pour, oui, Cayuga, sérieusement, moi il m'a pas marqué plus que ça, je suis désolé, mais voilà. Donc dans les films d'animation, oui, et tout ça, quand même, c'est la décennie des dragons, hein. Les films dragons, les trois dragons sont quand même à couper le souffle, mais là on est dans un degré de production aussi qui est énorme. Bon, voilà, pour les films d'animation. Genre suivant, on va parler donc du thriller, polar, film noir, moi j'englobe tout ça. Et donc pour moi, dans tout ce genre confondu, le film qui m'a le plus marqué des années, c'est Prisoners de Denis Villeneuve. Pour moi, c'est le Seven, c'est le Seven de pas un polar. Non, j'ai dit, j'englobe tout. Oui. Donc j'ai fait exprès, j'englobe tout. Faut bien, j'englobe tout. Donc c'est un film, oui, c'est un film noir. Le problème, parce que oui, c'est un film noir. Voilà, donc moi j'englobe tout ça, et pour moi c'est le film qui m'a le plus marqué dans le un peu thriller, le cinéma policier, quoi. C'est le film qui m'a vraiment, il m'a traumatisé, c'est un grand mot, mais j'ai éprouvé un profond malaise en le voyant. J'étais vraiment très mal, et j'ai exactement éprouvé la même sensation lorsque je suis sorti de Seven. Et justement, jamais un thriller, un polar, un film noir, j'avais ressenti ça depuis. Et avec Prisoners, j'ai exactement ressenti le même malaise. J'étais aussi mal. C'est vrai, mais je ne le raccroche pas à un film comme Seven. Mais bon, oui, ok. Non, dans le film noir, c'est discutable parce que c'est un film noir, parce que c'est aussi quand même un film de gangster, sans être un polar. J'étais très impressionné par Live by Night de Ben Affleck. Parce que pour le coup, il y a l'autre film avec Ben Affleck, c'est Mr. Wolf, le The Accountant en anglais. Ces deux-là qui sont deux Affleck. C'est pas parce que je suis fan d'Affleck, mais ces deux films-là m'ont particulièrement impressionné. Alors peut-être Live by Night parce qu'il y a un côté lutte des classes dans ce film-là. Là, on aura compris que c'est un petit peu mon cheval de bataille à chaque fois que je parle cinéma ici, quoi. Mais dans Live by Night, il y a une vraie mise en scène qui parle de lutte des classes, vraiment, à proprement parler, dans la mise en scène, c'est-à-dire les classes inférieures qui viennent d'en bas et qui prennent d'assaut les classes supérieures. Donc il y a une vraie mise en scène autour de ça. C'est un très beau film. Alors, est-ce que c'est un film de gangster, c'est un film noir, Live by Night? Voilà. Et Mr. Wolf, qui est un scénario solide, un très très beau scénario, très bien mis en scène, je trouve. À la limite, peut-être qu'on aurait voulu qu'il y ait un petit peu plus d'action dans ce film-là, parce que c'est un film qui donne des promesses, quoi. Mais bon, on a tout ce qu'il faut, quoi, dans ce film-là. C'est un beau film. On a est-ce que c'est un film bouleversant? Oui, peut-être pas, effectivement, à ce point-là. Je suis d'accord, Prisoner, c'est très impressionnant. Mais voilà, je voulais juste dire, j'ai été quand même très impressionné par le Live My Night 2 et avec Ben Affleck. D'accord. Dans les polars, moi je dis Sicario quand même, les deux. Les deux. Polar pur et dur, voilà. Là on a, je dirais pas du jamais vu, mais on a du film d'auteur pur et dur, du polar, c'est très, très malaisant aussi. Hein. Et les deux, hein, Sicario 1 et 2. Voilà. Ce sont deux films très très impressionnants. On continue en parlant de fantastique et d'épouvante. Alors ça va être vite fait, hein, puisque j'en ai déjà parlé. The Witch, pour moi, c'est le film qui m'a le plus marqué de la décennie. Voilà pourquoi.
J'en ai déjà parlé un peu avant, mais voilà, ce film m'a vraiment effrayé. J'ai trouvé que visuellement, il était très beau. Ça m'a vraiment marqué. La musique était... Souvent, les musiques sont pas très marquantes. On a l'impression que les musiques sont interchangeables dans les films d'épouvante. Alors là, la musique, le compositeur, vu que c'est un film qui se passe au XVIe siècle, je crois, XVIIe, XVIe siècle, oui. donc au moment des procès de Salem et tout ça, donc ça se passe plus ou moins à ce moment-là, je crois que ça se passe avant, je ne sais plus. Oui, en tout cas, le ce sont là, compositeur a voulu, pour ce film-là, utiliser des instruments qui auraient pu être utilisés à l'époque. Donc la musique est très, comment dire, c'est de la musique vraiment, on va dire, ça veut peut-être une musique un peu ancestrale. C'est vraiment, oui, c'est maîtrisé. Ce sont vraiment des sonorités qu'on n'entend plus actuellement. Ça fait tribal et c'est très malaisant. Il y a des chœurs, par contre, qui ressemblent parfois au chœur de la malédiction, la musique de Jerry Goldsmith, mélangée à ce côté instrumental tribal. C'est très... Avec les images du film, c'est très malaisant. C'est très, très malaisant. C'est vrai, je suis d'accord, ce film jusqu'au boutiste. Je suis quand même... Moi, j'étais plus impressionné, mais c'est bon, on ne va pas refaire au milieu là-dessus, c'est Suspiria, bien sûr. Parce que pour moi, c'était mal parti, parce que pour moi, les films originaux sont mauvais, mais même si je m'y suis largement intéressé pour bien comprendre le remake, mais là, dans ce genre-là, quand même, sur Suspiria, a fait très fort. Quoi. D'accord. Il a vraiment fait très fort. On y va. On va parler maintenant de la science-fiction. Et alors là, ça a été super dur. Science-fiction, anticipation. Et... c'est pas pareil. Hein. Non, mais j'englobe tout ça parce que on va pas, sinon là, ça va être trop long. Et j'ai mis Inception. C'était ou Inception ou Interstellar. J'ai mis Inception parce que pour moi, le plaisir a été immédiat. Pour Interstellar, j'ai avoué que lorsque je suis sorti, j'étais mi-figue et raisin et j'ai pris mon plaisir en le revoyant. Pour moi, Inception, ça fonctionnait tout de suite. Le suspense, l'action, pour moi, j'ai trouvé ça accessible. J'étais fasciné du début jusqu'à la fin. Ça fonctionnait tout de suite pour moi. Pour Interstellar, je trouve que c'est un film, c'est moins facile d'accès, je trouve, même si pour certains, Inception, c'était déjà très dur. Parce que je sais que beaucoup déjà n'aiment pas Inception. C'est deux films qui sont très déroutants, hein, mais bon. Il faut quand même dire une chose, quand même, le Inception, pour moi, ça a carrément le même impact que Matrix à l'époque. C'est le Matrix des années 2010, Inception. Petit à petit, c'est un film qui a marqué, et on y revient, la toupie, tout le sous-texte du film, on n'en a pas fini avec ce sous-texte, quoi, comme Matrix à l'époque. Pour moi, Inception, c'est marquant, on va dire, le film... est-ce que c'est de la science-fiction? Oui. Je ne sais pas. C'est compliqué parce qu'Inception, c'est tellement à part. Oui, c'est à part. Hein. C'est parce que ça n'existera jamais, c'est les technologies qui n'existeront jamais. C'est compliqué. Oui, donc c'est la science-fiction pure. C'est pour ça que je dis une différence avec l'anticipation. On peut presque parler qu'Inception, c'est presque du thriller métaphysique. Anticipation, pour moi, c'est Interstellar ou Gravity. Parce que quand on voit ça, on se dit que c'est tout à fait possible. Quand on voit, quand on voit Inception, on se dit que c'est plus de la science-fiction, voire du fantastique. Quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait vraiment une différence entre les deux. Mais toi, pour toi, c'est Interstellar, ton préféré, je crois. J'hésite entre... Attends, parce que justement, Interstellar en tant que film d'anticipation, oui. Anticipation. Oui, c'est ton film préféré, donc. Anticipation, oui, ça m'a vraiment très impressionné. Il y a tout un sous-texte dedans, c'est pareil, on n'a pas fini. Nolan, hein, les 3 films qu'il a fait, on n'a pas fini d'en parler non plus. Hein. Les 3 films qu'il a fait dans cette décennie, il y a du sous-texte, on peut toujours creuser. Mais science-fiction pure, mon cœur balance, on va dire, entre Premier Contact, je crois, Arrival. Ouais. Hein, et Blade Runner 2049. D'accord. Voilà. Et maintenant, on va passer à la partie que vous attendez probablement, ou pas, on s'en fout. On a voulu terminer comme ça. C'est carrément notre film préféré de la décennie. Et alors on va pas vous surprendre, je pense, vous l'avez deviné. Il y a sûrement 2-3 films, si vous suivez notre chaîne, qui tournent dans votre tête. Et oui, c'est bien évidemment, c'est Mad Max Fury Road de George Miller. C'est le film, c'est la quintessence du cinéma geek que nous apprécions. Il y a vraiment tout dedans.
Visuellement, c'est magnifique. En termes d'action, il y a des scènes qu'on n'a jamais vues, en tout cas filmées de cette façon-là, en termes de montage. C'est tellement incroyable que ça en devient expérimental sans que cela soit chiant. C'est quand même fou. Un film expérimental pas chiant, c'est quand même rare. C'est carrément au niveau de la forme, c'est innovant. On avait, euh, on avait critiqué la féminisation du cinéma, et bien là, c'est carrément mis en avant et c'est bien C'est traité, parfaitement c'est équilibré. parfaitement équilibré et parfaitement traité. Attention, parce que là, c'est un vrai sujet. Mais Oui, il faudrait faire une vidéo oui, entière, mais ça parle du matriarcat. le vrai Ouais, féminisme, c'est le matriarcat. voilà. Et ce film-là en parle vraiment. On Là, parle, on a affaire au vrai féminisme, voilà. matriarcat contre patriarcat. Voilà, donc c'est vraiment bien traité. Pourtant, c'est de l'action non-stop. Je l'ai vu 2 fois ce grand écran. J'ai jamais voulu le revoir en vidéo parce que je sais qu'il va perdre. Quand tu parles de film expérimental, il pousse l'expérimentation tellement loin qu'il a même proposé la version en noir et blanc. Voilà. Pourquoi je rigole, c'est pas parce que c'est risible, c'est que c'est impressionnant comme direction artistique, on va dire. La direction artistique qu'il prend, quoi. Est-ce qu'il faut que On va jusque-là. est-ce qu'il faut que les deux fonctionnent? Hmm. On a l'impression qu'à la base le film a été fait en noir et blanc et on a et pareil avec les couleurs. Je suis Enfin, limite parce que les deux fonctionnent. les deux fonctionnent, mais c'est dur. À la limite, il aurait fallu voir le noir et blanc en premier pour qu'on comprenne mieux, mais pour qu'on saisisse mieux le truc. Bah, quand c'est en noir et blanc, il manque la couleur. Je veux dire, c'est un film qui est tellement tellement criard, on va dire. Les couleurs sont tellement parlantes, quoi. Le film est très ocre, enfin on va dire, Ah bah finalement. c'est la couleur, la colorimétrie est très marquée. Voilà, on a On peut ne pas l'impression- aimer aussi, Oui, hein, on c'est peut quand ne pas même aimer- très on peut pas marqué, aimer, hein. c'est cette exagération-là, on va dire. On a l'impression que c'est un film qui se passe pas sur Terre, mais sur Mars. Donc c'est pour ça, j'admire qu'il ait voulu aller pousser l'expérimentation jusqu'à le proposer en noir et blanc, mais c'est pas la peine. Je veux dire, il est très bien en couleur, il fonctionne très très bien en couleur, les couleurs ont du sens. Voilà, c'est bien de montrer les deux, de voir ce que ça donne, mais bon, je trouve que celui qui a fait Logan avait fait la même expérience. Hein. Je veux dire, à la limite, c'est peut-être plus parlant, peut-être plus pertinent pour Logan, le noir et blanc, entre le noir et blanc et la couleur. Là, voilà, j'admire le fait qu'il ait voulu pousser jusqu'au bout son expérimentation, quoi. Pour dire aussi pourquoi ce film-là, pourquoi on peut dire aussi que c'est un film expérimental, c'est qu'il a écrit le scénario à l'envers, c'est-à-dire que il a commencé par le découpage technique. C'est un truc de... À la limite, on n'est pas censé le savoir, quoi. Mais si on parle cinéma, on parle cinéma. C'est-à-dire que normalement, on écrit un scénario, on analyse les besoins par rapport au scénario, et puis le découpage technique, et puis on réanalyse les besoins, voilà. Bref, lui, il a commencé par le découpage technique. C'est-à-dire qu'il a pensé son film en termes de film d'action dès le départ. Voilà, en découpage technique, c'est-à-dire finalement le placement de caméra comme une bande dessinée. Son film, c'est d'abord une sorte de bande dessinée, et ensuite il a écrit le scénario, c'est-à-dire et ensuite il a mis du contenu dedans. J'insiste bien là-dessus parce que c'est limite nié par certaines personnes. Il y a du contenu dans ce film, c'est juste qu'il l'a rajouté après. Il a fait le travail à l'envers en fait. Mais il y a bien un contenu. Je dis le contenu, c'est le matriarcat contre le patriarcat. Et ça, c'est très expérimental de faire ça comme ça. Et puis, pareil, visuellement, il a poussé ça très loin. Le coup du guitariste lance-flamme, fallait y aller, quoi. Fallait oser, quoi. Il n'y a que George Miller pour oser des folies comme ça. Puis les mecs, les pics, quoi. Les mecs au bout des lances, quoi, pour piquer tout ce qu'il y a dans les voitures et puis revenir. Il y a toute une chorégraphie qui est unique, ça donne une expérience absolument unique. Dire de Tom Hardy, c'est pas Mel Gibson, tant pis, mais Tom Hardy, il est parfait, il est parfait. Donc pour toi, c'est aussi le film de la décennie. Si tu veux, si on faut en choisir qu'un seul, oui. On est d'accord sur un film. On est d'accord sur un film, oui, effectivement, oui, c'est profondément admirable. Ça rend très heureux pour George Miller parce qu'il était un petit peu oublié. Enfin, George Miller débarque avec ce truc-là, et puis je pense que c'est un film sur lequel on va revenir.
on l'a dit tout à l'heure, c'est passé un petit peu inaperçu, sauf pour les cinéphiles. Mais j'espère que ça va créer d'autres cinéphiles. Je veux dire, il faudra y revenir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ah oui. et ce film-là, il va ressortir, on va s'en souvenir, quoi. D'accord. Enfin, on prophétise ça, on verra, mais moi je prends le pari, quoi. On verra. Écoutez, on arrête cette vidéo maintenant. Je ne sais pas combien de temps elle dure. Vous qui regardez la vidéo, vous le savez, mais nous, on ne le sait pas. On va pas parler de Michael Bay. On a peut-être battu notre record de durée avec cette vidéo. En tout cas, on vous remercie si vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes courageux. Dites-nous dans les commentaires, ça nous intéresse de vous lire. Dites-nous votre top de la décennie. Quels sont les films qui vous ont le plus marqué? Ça nous intéresse de le savoir, de le lire. Ouais, dites des films français. Hein, on est resté sur l'américain, sur que les films américains là, mais des films français, il y en a eu, hein, mais bon, c'est une autre vidéo. Après, bon, moi j'aurais mis peut-être quelques films asiatiques, mais on va pas aller là jusque là. Moi j'aurais mis ça, j'aurais mis Mademoiselle, j'adore Mademoiselle, mais bon. En tout cas, dites dans les commentaires, parce que justement, si vous aimez le cinéma asiatique et vous n'êtes pas content qu'on n'ait pas parlé, les commentaires, c'est fait pour ça, n'hésitez pas. En tout cas, on vous remercie, likez la vidéo si vous l'avez appréciée, partagez la vidéo car le partage c'est la vie et c'est bon pour le référencement, et oui c'est important. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas louper la prochaine. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver en 2020. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir les notifications. La nouvelle décennie avance et puis dans 10 ans. C'est dans 10 ans, tout à fait, pour savoir ce qui va arriver. On ne sait jamais, c'est toujours passionnant. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, qui sont enclenchées dans cette décennie-là. On va voir comment les choses vont se prolonger. En tout cas, on vous dit à une prochaine fois. Allez, bye!